Cher peuple malien, il y a un an, Chris Yapi vous mettait en garde. Dites-nous, n'avait-il pas raison? Réécoutez ces vérités immuables. Chute d'Ibeka au Mali. Alassane Ouattara voulait faire couler le sang malien. Alassane Ouattara était déterminé à faire verser le sang au Mali. Après la chute facile et rapide de son allié malien, Ibrahim Boubacar Keïta dit Ibeka, Alassane Ouattara a été traversé par un coup de panique qui a aussitôt laissé la place à une grande colère. Il s'est senti humilié par le peuple malien, lui qui avait assuré à Ibeka que rien ne pourrait lui arriver, qu'il avait le soutien plein et entier de la Côte d'Ivoire et de la CEDEAO. Ce sont les assurances données par le président ivoirien qui ont encouragé Ibeka à rester à son domicile et à ne pas aller se réfugier au camp des casques bleus de la MINUSMA. Il a estimé que le mauvais exemple malien ne devait pas donner des idées lugubres aux Ivoiriens et qu'il fallait tuer dans l'œuf cet esprit contestataire. C'est pour cela que dès le début de la crise, il était constamment en ligne avec son homologue malien pour jauger la situation heure par heure et prendre les décisions qui convenaient. Il voulait savoir si c'était juste une revendication de prime, comme ça avait commencé au tout début. Il parlait de 44 milliards de francs CFA cumulés détournés peu à peu de la solde des militaires maliens pendant plusieurs mois, ce qui faisait qu'ils accusaient des arriérés de plusieurs mois de primes. Le président Ouattara s'est dit prêt à envoyer des mallettes d'argent pour les distribuer aux militaires de la garde nationale pour qu'ils arrêtent leur mutinerie. Il était hystérique au téléphone avec Ibeka, comme si c'était à Abidjan que le coup d'État était en train d'avoir lieu. Or, comme chacun sait, la peur actuelle d'Alassane Ouattara est que survienne un putsch contre son régime. Il a paniqué quand les services de renseignement lui ont annoncé l'arrestation du ministre de l'économie et des finances, ainsi que celle du chef d'état-major des armées du Mali. Il s'est rappelé qu'il y a quelques jours, des éléments de sa propre garde rapprochés, les soldats du GSPR, lui ont fait passer un message disant qu'ils attendaient leur prime de 25 millions de francs CFA, promise depuis la mutinerie de 2017, et que si cet argent n'était pas payé, il n'y aurait pas d'élection en octobre 2020. Le président Ouattara a aussitôt saisi son téléphone pour avoir confirmation avec Ibeka de l'arrestation du ministre des Finances et du chef d'état-major. La nouvelle lui a été confirmée par l'intéressé. Ses conseillers lui ont alors demandé d'organiser au plus vite une exfiltration d'Ibeka vers la Côte d'Ivoire, où il y a déjà plusieurs résidences, et que les arrestations qui ont commencé ne présageaient rien de bon pour la suite. Mais Alassane Ouattara ne croyait pas que la situation puisse dégénérer en un coup d'État. Pour lui, si on donne de l'argent aux militaires, ils vont rentrer sagement dans les casernes. De son côté, Karim Keïta, le fils d'Ibeka, a appelé son mentor et modèle, Ahmed Bakayoko, pour l'informer de ce que la situation tourne au vinaigre au Mali. Ce dernier lui suggère vivement de se mettre à l'abri. Malheureusement, Karim Keïta répond qu'il ne sait pas s'il aura le temps. Il demande à Ahmed Bakayoko d'intervenir auprès du président Alassane Ouattara pour les tirer de là et les mettre à l'abri. Aussitôt, Ahmed Bakayoko appelle le président pour l'informer de la nécessité d'exfiltrer Ibeka et sa famille. Le président marque sa surprise et est même sceptique. Ahmed Bakayoko insiste. En effet, Mbak a un certain flair. Il sait que les carottes sont cuites à Bamako et que les militaires gagnent en confiance grâce au soutien de la population et ne rencontrent aucune opposition d'aucune unité et d'aucune caserne. Alassane Ouattara croit qu'il faut rester et négocier avec les militaires. Mbak revient à la charge. Monsieur le Président, ce n'est pas bon à Bamako. Le président agacé répond. Ah non, j'ai eu plusieurs chefs d'État et ça ne se passera pas comme ça. Les deux hommes raccrochent. Ahmed Bakayoko s'exclame. C'est qui lui l'avait blagué encore. Puis les choses s'accélèrent. Les militaires qui étaient partis de leur base de Kati décident d'aller prendre le palais présidentiel et de renverser purement et simplement Ibeka. Il ne s'agit plus de revendications financières. Il s'agit d'un coup d'État pur et dur. La capitale est bouclée, les blindés et les pick-up prennent position à tous les carrefours et tous les axes sont surveillés. Ibeka, qui se trouve à sa résidence, est pris au piège. Il ne peut plus se rendre au camp de la MINUSMA sans se faire intercepter à un checkpoint. Il décide de rester à la maison. C'est donc sans aucune difficulté que les putschistes iront le cueillir tranquillement à son domicile, sans aucune résistance de sa garde. Le coup d'État est consommé. Alassane Ouattara téléphone frénétiquement à tous les chefs d'État de la CEDEAO et demande une réunion d'urgence pour aider Ibeka à reprendre le contrôle de la situation. Le président du Niger, actuel président en exercice, accepte et se met à organiser la réunion par visioconférence avec tous les autres homologues de la sous-région. Le président Ouattara est inquiet. Pour lui, il faut que la CEDEAO soit claire et sans ambiguïté. Ibeka doit reprendre son fauteuil, quitte à faire des concessions énormes comme la dissolution du Parlement, le limogeage du Premier ministre et la mise en place d'un gouvernement d'union avec un Premier ministre doté de plein pouvoir. Il harcèle le président Mahamadou Issoufou au téléphone pour que la CEDEAO se réunisse sans tarder, car il pense à son propre sort si jamais ce putsch était définitivement consommé. Depuis qu'il a renié son serment de ne pas briguer un troisième mandat, il sait que son pays est en ébullition, que ses opposants s'agitent. Il se demande particulièrement où est Guillaume Soro en ces moments troubles. Il maudit Ibeka pour sa faiblesse. Depuis le début du mouvement de contestation lancé par l'imam Mahamoud Diko,
Alassane Ouattara avait conseillé à Ibeka la fermeté, notamment l'arrestation de tous les leaders politiques et syndicaux initiateurs de ces marches, ainsi que la mise en place d'un état d'urgence de la capitale malienne avec restriction de certaines libertés publiques au nom du coronavirus et renforcement des pouvoirs de l'armée. Il se dit que rien n'est tard, que tout peut encore basculer, qu'un contre-coup d'État est possible et peut se gérer à distance. Les heures s'écoulent, mais toujours point de déclaration des putschistes. Cela lui donne de l'espoir. Il se dit qu'il a encore une carte à jouer, vu que toutes les garnisons maliennes ne sont pas impliquées dans le renversement du président Keïta. Alors il pense qu'il peut jouer sur la division au sein des forces armées maliennes pour créer une fracture et susciter un contre-coup d'État des forces légalistes. Il en parle au président du Niger, au président du Ghana, au président Macron, etc., mais aucun de ses interlocuteurs ne croit en cette possibilité, Ibeka ayant été lâché par sa propre garde présidentielle. Alassane Ouattara insiste pour que le communiqué de la CEDEAO soit dur et menace de faire intervenir une coalition armée au Mali pour réinstaller Ibeka. Il appelle Jean-Claude Brou, son ancien ministre de l'Industrie et des Mines, qu'il a fait nommer président de la commission de la CEDEAO, pour lui demander de préparer un communiqué belliqueux à l'endroit des putschistes maliens à soumettre au sommet extraordinaire des chefs d'État qui se tiendra dans la journée, ce qui fut fait. Chers lecteurs, vous noterez aisément la différence de traitement entre le Mali et le Burkina Faso. Au temps où le général Diendéré avait fait son putsch au Burkina, Alassane Ouattara n'avait pas osé un tel activisme avec autant de hargne et de violence. Même quand la CEDEAO poussait aux sanctions contre la junte militaire, Alassane Ouattara freinait les fers, justement parce qu'il sait bien protéger ses origines. Pendant ce sommet, Chris Yapi informe l'opinion malienne que c'est le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, celui-là même qui a trahi Soumaïla Cissé au profit d'Ibeka, qui a tout fait pour que la CEDEAO opte pour une ligne dure. C'est lui qui s'est battu pour qu'elle adopte des mesures rares telles que la fermeture de toutes les frontières terrestres et aériennes avec le Mali, le gel des avoirs maliens dans les coffres de la BCEAO, le gel des avoirs des auteurs du putsch, la menace d'une intervention armée de la force en attente de la CEDEAO contre les militaires putschistes. Tout ceci pour tenter de faire plier les militaires et obtenir la libération de son ami. Mais ce fut peine perdue. Ibeka a fini par se rendre compte qu'Alassane Ouattara ne pouvait rien faire pour lui et a préféré rendre sa démission, transformant ainsi le putsch en un acte prévu par la Constitution. La décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment. Malgré son insistance auprès du ministre Jean-Yves Le Drian pour que ce dernier implique Emmanuel Macron et la France dans la résolution de la crise, le président Macron a préféré se tenir à l'écart. Il n'a donc obtenu du Quai d'Orsay qu'une déclaration de principe condamnant les méthodes d'accession non démocratique au pouvoir. Furieux, le président Alassane Ouattara a ordonné à l'armée ivoirienne de se mobiliser immédiatement. Tous les soldats en permission ont été rappelés. Les bases militaires situées au nord de la Côte d'Ivoire ont été mises en état d'alerte maximum et tous les militaires de ces garnisons ont été déployés à la frontière. La gendarmerie ivoirienne n'a pas été en reste. Sur ordre d'Alassane Ouattara, les unités commandantes de la gendarmerie nationale ont été mobilisées. Le commandant supérieur de la gendarmerie, le général Tora Apalo Alexandre, a fait décoller un détachement de gendarmes, à savoir des éléments des escadrons de Bouaké, de Ferké et d'Odiéné. Ces gendarmes ont été mis en route dès hier après-midi pour la frontière nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Ils sont chargés de renforcer les militaires déjà déployés sur place et de sécuriser la frontière Côte d'Ivoire-Mali. Ceci est la mission officielle. Mais ce détachement a une mission officieuse également. Être un dispositif d'escorte armée pour tous les proches du président Ibeka qui arriveront par voie terrestre à la frontière pour regagner la Côte d'Ivoire leur nouveau point de chute. En effet, plusieurs proches parents et collaborateurs de l'ancien président malien ont appelé en Côte d'Ivoire pour venir s'y réfugier. Et les gendarmes devront aller les chercher et les conduire à Abidjan où ils seront en sécurité. Quant à Ibeka lui-même, une autre page de son destin s'ouvre, celle de prisonnier. Il doit regretter amèrement d'avoir écouté les conseils d'Alassane Ouattara et d'avoir cru en lui lorsque celui-ci lui assurait que de son vivant, il ne le laisserait jamais tomber. Le président Ouattara lui disait qu'il ferait tout pour que la CEDEAO le maintienne au pouvoir à tout prix jusqu'à la fin de son mandat en 2023. Alassane Ouattara lui a menti, comme il a menti aux Ivoiriens en disant qu'il ne briguerait pas un troisième mandat. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.